Donc bonjour à tous, moi Louis Violette, maître de conférence au STAPS, membre de l'UMR Espace Dev et notamment du groupe de recherche BestC. Je vais vous présenter une communication qui concerne les Seychelles, plus particulièrement les politiques du sport aux Seychelles et une montée en généralité liée au concept de globalisation sportive, et ce, dans des balises temporelles comprises entre 1976, date d'indépendance du territoire, de l'archipel, et jusque 2018, fin d'une politique particulière mise en place après 2014. Pour commencer, un territoire et une situation socio-politique, territoire qui a connu le fait colonial, avec des tutelles coloniales d'abord françaises et puis britanniques, qui obtient son indépendance en 1976 aux dépens de la tutelle britannique, et qui va voir se constituer au nord-est de Madagascar une nation où sont principalement réunis des groupes de population sur les îles de Mahé, avec la capitale Victoria, de Praslin et de la Digue, donc trois bassins de population principalement concernés par les politiques publiques qui vont être dédiées au sport. Une situation politique qui est aussi particulière, avec un autocrate à la tête du pays entre 1977 et 2004, France Albert René, issu de ce qu'on pourrait appeler un régime lié au socialisme non aligné, et arrivé à la tête du pays par un coup d'État non violent sur la fin de l'année 1976. Il cède ensuite la place à James Michel, qui lui est président de la République des Seychelles, issu du Parti populaire, que se revendique progressiste, et en tout cas qui quitte le giron de ce qu'on pourrait appeler l'autocratie. Et ceci, dans un pays qui est principalement structuré autour d'un métissage social, mais qui voit aussi naître dans les années de cette autocratie autour de France Albert René, une économie touristique très tournée finalement vers la destination touristique pour fournir son économie, et puis autour aussi d'une coopération interrégionale, puisque les Seychelles sont très liées à la fois à certains organismes internationaux, certaines institutions, qu'elles soient supranationales, africaines ou liées à l'océan Indien. Donc voilà pour un rapide euh, contexte autour de ce pays, qui va nous amener à interroger les politiques sportives en fonction à la fois d'une histoire institutionnelle, liée donc à l'évolution de ces politiques sportives vers une gouvernance que l'on pourra qualifier d'opérationnelle. Ceci nous permet aussi de mesurer quelque part la volonté de démocratisation des sports dans cet archipel par le biais des politiques du sport pour tous, de l'éducation, de la féminisation et de la question genrée, ou encore du sport santé, et puis d'une histoire culturelle. Ça, c'est le deuxième enjeu, celui de mettre au jour la construction nationale identitaire des sociétés postcoloniales par le sport, mettre au jour une globalisation des normes, des représentations véhiculées par le sport, un développement quelque part par le sport et des éléments de coopération qui là aussi viennent s'ancrer dans le phénomène sportif. Pour traiter ce domaine, je fais référence à une publication très récente réalisée avec mon collègue Olivier Naria, où nous avons décrit l'histoire institutionnelle de cette prise en charge par les pouvoirs publics du sport, et ce dans la revue Sport in History. Pour ce faire, on avait utilisé un état de l'art multithématique qui était très centré sur l'histoire des Seychelles et les politiques sportives et la gouvernance, auquel j'ajoute maintenant, pour pouvoir monter en généralité, un certain nombre d'ouvrages sur les small states, sur la globalisation sportive ou encore les identités nationales et la coopération, qui vont me permettre non plus de me fixer uniquement sur l'histoire institutionnelle du développement des politiques sportives aux Seychelles, mais d'essayer de l'évaluer au regard des standards internationaux. Bien sûr, puisqu'on est dans
d'une perspective historique, on a aussi un certain nombre de sources primaires, que ce soit des documents législatifs, des archives de presse, notamment du fonds Seychelles Nation, le quotidien référence, 5 entretiens semi-directifs qui avaient été menés par M. Naria à l'époque, et puis des documents institutionnels en provenance du CIO, des comités d'organisation des Jeux des îles, ou encore de la commission de l'océan Indien, qui permettent de mettre en contexte et de élargir la focale sur ces politiques. Pour faire cela, donc, je reviendrai dans un premier temps sur la genèse, l'affirmation et la rationalisation des politiques publiques aux Seychelles, de manière assez rapide. Je présenterai ensuite ce qu'est le paradigme de la globalisation sportive au XXe et au XXIe siècle pour donner des cadres à mon analyse, qui viendra en troisième temps, en mesurant finalement l'impact de cette globalisation sportive sur la gouvernance locale du sport aux Seychelles. Premièrement, donc, une affirmation, après une genèse, puis une rationalisation des politiques sportives aux Seychelles, entre 1976 et 2018, avec une première institutionnalisation du fait sportif, qui se passe 2 ans après la prise de pouvoir de France-Albert René. Un principe de régionalisation est acté à partir de 1979, conférant notamment aux districts les compétences pour construire les premiers équipements sportifs et structurer le territoire. Cela passe donc par les districts, mais aussi par la mise en place d'une tutelle centralisée autour du National Sport Council, donc quelque chose qui serait non pas un ministère, mais finalement une espèce de fédération, le CNOSF si vous préférez, en France, institution qui sera réorientée, réorganisée dès 1987, avec l'idée de faire du sport un projet de société et qui a donc la compétence pour à la fois développer les financements, promouvoir le sport sur le territoire, parler aussi avec le monde éducatif, afin de développer le sport comme un fait de société. Ce qui va amener à des premiers équipements sportifs, bien sûr, et à des premières stratégies liées au sport scolaire, l'EPS notamment, et un lancement aussi d'un premier programme sport pour tous, dans l'idée de démocratiser dans un premier temps la pratique du sport. Ceci se fait de manière consubstantielle à une première internationalisation de la vitrine sportive séchelloise, à travers la création d'un comité national olympique en 1979 qui sera reconnu en 1980, la participation à de premiers grands événements sportifs en 1979, les Jeux des îles, puis les Jeux de Moscou, Jeux olympiques de Moscou en 1980, qui sont suivis par une continuité, une succession de participation à divers Jeux du Commonwealth, les Jeux africains ou encore les Jeux de la francophonie, ce qui va amener le pays à se positionner pour organiser les 4e Jeux des îles de l'océan Indien en 1993, un engagement national qui va amener à la construction du Roche Caïman Complexe en 1993 pour recevoir cet événement. Ici, on en a un plan, malheureusement pas très lisible pour vous, je pense, mais qui comprend finalement des équipements qui sont standardisés par rapport aux normes internationales, ce que ne possédait pas le territoire des Seychelles jusqu'alors, et qui, de fait, naît de cette organisation. Dans un troisième temps, on a une structuration législative et institutionnelle du sport par les pouvoirs publics. Après, finalement, un premier essor, puis une création d'équipements, vient le temps de la législation, avec plusieurs lois cadres et plans stratégiques de développement, souvent quadriennaux, qui permettent d'abord d'impacter, de montrer la responsabilité de l'État dans le domaine des sports, dans le domaine de la promotion, de la financiarisation du sport, puis des plans de développement, plans stratégiques, qui permettent de fédérer les acteurs, d'abord autour de la question de l'EPS, puis du sport pour tous, puis ensuite autour des valeurs, avec l'idée de fédérer à la fois les fédérations, mais aussi les associations, les clubs, qui ont besoin d'une charpente et d'une tutelle d'État, ce qui va se renforcer encore après 2004 et le départ de France Albert René sous le gouvernement de James Michel, avec un élargissement de l'action publique auprès des catégories populaires, du sport féminin,
dont la grande association, la SOA, est reconnue en 2007, et des sports de nature, pour faire le lien un petit peu avec ce que Olivier vient de nous présenter. C'est aussi l'occasion de diversifier des accords de coopération qui ont été centraux dans la constitution du Roche-Caïman Complexe et qui se développent après les années 2000, avec la Chine, la France de manière, on va dire, traditionnelle, mais aussi avec la Grande-Bretagne et la Belgique, ou avec les grandes institutions internationales comme la FIFA et le CIO, qui vont devenir des partenaires privilégiés des Seychelles et permettre quelque part l'organisation des 8e Jeux des îles de l'océan Indien en 2011, et ce, malgré la crise économique qui touche les Seychelles. Enfin, j'ai arrêté mon enquête en 2018, puisqu'on a une nouvelle loi quadriennale qui est votée à partir de 2013, qui donne lieu à un plan stratégique et qui élargit les objectifs de la gouvernance aux aspects éthiques, aux aspects d'accessibilité, de haut niveau, de formation, et qui finalement montre que l'ensemble des déclinaisons sportives, des déclinaisons du sport, vont être saisies par le politique sur l'espace de 40 ans, progressivement, mais pour arriver finalement à quelque chose qui ressemble bel et bien à des gouvernances dites occidentales du sport, en tout cas dans sa saisie de l'ensemble des déclinaisons du sport. Ce qui m'amène à réfléchir sur la question de la globalisation sportive, autre papier que l'on a fait avec Olivier Naria à propos des Jeux Olympiques, pas des Jeux Olympiques, des Jeux des îles, pardon. Et donc cette globalisation sportive, elle est un phénomène pluriel de standardisation qui est agencé dans une modernité connectée, d'accord, qui est dominée bien sûr par le capital, les inventions technologiques, mais aussi, et c'est très important, la rationalisation des notions de temps et d'espace, et donc un phénomène qui est aussi motivé par des jeux d'influence dans les domaines économiques, culturels et politiques. C'est en tout cas ainsi que l'on peut résumer les pensées de Robertson à Padouraï ou Beck. Et ce phénomène de globalisation, eh bien, on peut le mettre en parallèle à l'uniformisation progressive du modèle sportif à l'international au XXe et au XXIe siècle, autour bien sûr des institutionnalisations fédérales, internationales au début du siècle, puis d'une médiatisation par la presse, la radio, puis la télévision, aujourd'hui les outils numériques, une politisation, une mondialisation, puis une financiarisation du sport. Donc finalement tendances, deux processus qui peuvent se rejoindre et qui d'ailleurs se rejoignent sous la plume de George Sage en 2010, qui va définir la globalisation sportive comme un phénomène triple, celui d'une homogénéisation importante des modèles sportifs, quels que soient les territoires et notamment dans les petits territoires, celle d'une hybridation qui correspond à une forme d'appropriation des normes sportives en fonction des caractéristiques locales, et puis enfin certaines formes de polarisation qui sont en fait des résistances vis-à-vis de ces modèles, mais alors ce sont des modèles polarisés qui sont encore valables dans les années 80-90 et qui depuis le XXIe siècle se sont quasiment évanouis. La résistance au modèle sportif uniforme est extrêmement tenue aujourd'hui. Alors bien sûr, cette globalisation, elle s'explique par des dynamiques de standardisation dans les pays des Suds post-coloniaux, et bien sûr par le colonialisme d'abord et l'imposition d'une forme de domination occidentale qui amène des transferts culturels qui peuvent bien sûr être reproduits ou appropriés sur les territoires, mais qui finalement est complété par une internationalisation du sport, avec la volonté de chaque territoire d'une forme de reconnaissance internationale et donc de rentrer dans une logique institutionnelle isomorphique. Le soft power, qui, après le colonialisme, va avoir un impact assez évident sur la manière dont les petits États vont mener leur politique sportive. Et puis enfin, la coopération, qui, si elle amène énormément d'éléments positifs, est aussi une forme de contrôle des modèles dominants vers des modèles, on va dire, d'échelle plus restreinte. Alors, dans quelle mesure on peut mesurer cette globalisation ? Là, j'ai ciblé
quelques indicateurs qui montrent un potentiel de globalisation quasiment infini pour l'ensemble des territoires. D'abord sur les institutions, cette globalisation, elle se voit dans la reproduction, l'uniformisation des modèles institutionnels et organisationnels. Dans les infrastructures, on voit apparaître l'édification de normes, la diversification des usages, qui sont des choses qui sont vraiment impactées par les institutions et voulues par les institutions et reproduites dans les territoires. En termes de gouvernance, on a une tutelle, une législation, une démocratisation des sports qui va s'instiguer dans l'ensemble des politiques publiques. Là, sur la question de l'identité, on trouve un paradigme dual entre d'abord la construction et la représentation nationale par les couleurs du pays, mais aussi une volonté intrinsèque de reconnaissance internationale qui pousse à une forme de standardisation. Et puis enfin, dans la catégorie du développement, autour de la diplomatie, de la coopération internationale, eh bien on retrouve des usages sociaux, économiques, culturels du sport, qui sont en fait des formes d'uniformisation de la manière dont le sport est saisi dans les territoires. J'avais placé ici quelques exemples, mais on va bien sûr dans cette troisième partie aller plus concrètement vers le cas des Seychelles. Donc l'hypothèse, vous l'avez compris, je la rappelle ici, c'est qu'au regard de son passé colonial, des transferts culturels à l'œuvre et des influences occidentales qui sont observées, qu'on a pu observer à travers l'histoire institutionnelle de ces politiques publiques, eh bien, le modèle de gouvernance finit ou est impacté par ce phénomène de globalisation sportive qui lui enlève quelque part sa part propre pour bien, copier, uniformiser ce modèle. Et j'ai utilisé ici une méthode hypothético-déductive, c'est-à-dire que je suis allé chercher les traces qui pouvaient me donner raison à cette hypothèse et essayer donc de l'évaluer. Le premier élément, c'est qu'en termes d'institutionnalisation, comme dans les grandes nations occidentales, on va avoir une structuration du modèle sportif avec la création d'une tutelle centralisée, qui est le National Sport Council, une densification du tissu fédéral sur 30 ans, qui permet là aussi de voir une forme d'uniformisation et de standardisation. L'accueil d'événements régionaux va dans ce sens, puisque un pays qui cherche la reconnaissance internationale se doit d'être en capacité d'accueillir un certain nombre de délégations étrangères. En termes d'infrastructure, c'est le même principe. On va avoir un principe de régionalisation, certes, mais aussi un principe d'équilibre des investissements en fonction des îles de l'archipel, Mahé, Praslin, Ladigue, qui de fait est vécu comme une volonté d'uniformiser le territoire, d'accord, autour de la question compétitive, notamment du sport, et la standardisation des normes de ces équipements va, là aussi, me semble en tout cas, une forme de témoin de cette globalisation, d'abord par la création du Roche Cayman Complex aux standards internationaux, avec la participation de la Chine, de la France, à la fois pour la main-d'œuvre et le financement, et puis, comme on le voit mal ici, mais comme on le voit quand même, la promotion de ces équipements standardisés, qui, du coup, sont proposés quasiment à la location aux délégations internationales pour venir s'entraîner, se préparer sur le territoire séchellois, capitaliser finalement sur cette construction d'infrastructures standardisées. Dans le domaine de la gouvernance, c'est encore plus franc. On a un isomorphisme législatif qui progressivement, en l'espace de 25 ans, va rattraper les structures législatives témoignant d'une occidentalisation, avec une tutelle politique qui recherche synergie des acteurs et un État dit planificateur. Ça se voit à travers plusieurs éléments des politiques publiques. D'abord l'éducation, qui est quasiment la première politique publique mise en place, la démocratisation à travers le sport pour tous, la question de la jeunesse, et on a ici une photo liée à l'Académie du sport pour les jeunes, la féminisation qui rentre aussi dans les perspectives législatives, et puis la question beaucoup plus tardive mais présente, à travers notamment le fitness et le sport santé, de la santé publique à travers le sport. L'identité,
ça, c'est un peu plus classique, mais on voit aussi apparaître cette dichotomie entre la construction nationale identitaire, la fierté qui est mise en avant dans les slogans de réception des grands événements régionaux, et puis de l'autre côté, une recherche d'intégration sportive internationale, recherche de reconnaissance institutionnelle et de participation aux grands événements mondiaux. Enfin, dans le développement, le colonialisme a laissé place à ce qu'on appelle la coopération aujourd'hui, avec des accords diplomatiques de financement, avec une collaboration institutionnelle avec la Commission de l'océan Indien, et puis une dynamique de développement par le sport qui se voit à travers de très grands nombres d'aides, de programmes d'aide, à la fois mis en place par les institutions internationales sportives, Solidarité olympique, le projet Goal de la FIFA qui a permis de construire des équipements, ou encore par des soutiens macro-institutionnels comme le soutien de la francophonie ou des forums plus ou moins informels sur le développement par le sport auquel le Seychelles est attaché depuis quelques années. Pour conclure, on a donc entre 1976 et 2008 l'essor de politiques publiques qui sont dédiées, l'essor d'une gouvernance opérationnelle, mais qui va quelque part conduire à une forme de standardisation sur un modèle globalisé à l'occidental. Okay, si on doit mesurer, eh bien, on a évidemment une homogénéisation qui me semble beaucoup plus importante vis-à-vis du modèle standardisé global, grâce à un isomorphisme institutionnel, un modèle législatif qui est exogène, une reconnaissance internationale ou encore des éléments de coopération. En termes d'hybridation, c'est quelque chose qui ne peut pas être gommé, des spécificités locales en termes de territoire et de politique et de construction identitaire. Et puis, la polarisation, en l'état actuel, eh ben, ça paraît être un impensé, c'est-à-dire la spécificité totale du territoire, de sa culture, eh bien, est gommée derrière cette standardisation du modèle sportif. Mais, c'est une limite à cette enquête pour l'instant, eh bien, c'est qu'il nous faudra, pour confirmer cela, changer de focale, de distance, et peut-être s'armer de collaborateurs sociologues, ethnologues, qui soient plus sur le terrain, puisque pour l'instant c'est une étude par le haut, par les textes législatifs, par un regard, on va dire, décentré, des Seychelles eux-mêmes, et là il faudra aller sur le terrain. Merci de votre attention et de votre écoute.